Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème super courant, mais au fond assez mal compris, le fameux syndrome du canal carpien. Fait marquant pour commencer, c'est devenu l'une des toutes premières causes de maladies professionnelles dans de nombreux secteurs. Ce qui est quand même fou quand on y pense. En fait, l'idée même qu'une zone de notre corps devienne un goulot d'étranglement anatomique, un vrai piège pour nos nerfs, c'est aussi fascinant que handicapant au quotidien. Du coup, on va faire un vrai petit voyage médical ensemble. On va partir de l'anatomie pure du poignet pour aller jusqu'aux options de traitement. L'objectif, c'est de comprendre exactement, concrètement, ce qui se trame sous notre peau quand nos mains commencent à s'engourdir. Allez, on regarde rapidement notre plan de route pour aujourd'hui, histoire de voir comment on va empiler les concepts, de la structure de base jusqu'aux traitements médicaux et chirurgicaux. On commence tout de suite par la première étape, plonger littéralement à l'intérieur du poignet. Bon, il faut vraiment voir le poignet non pas juste comme une articulation qui plie, mais comme un tunnel. Un vrai tunnel physique, fermé, avec un plancher et un plafond. Et là-dedans, la place coûte très très cher. Le plancher, c'est du dur, c'est formé par les os du carpe, et juste au-dessus, comme un toit ultra solide, on a le rétinaculum défléchisseur. C'est une bande fibreuse qui fait en moyenne 1,6 mm d'épaisseur. Et c'est là que le problème d'encombrement commence. Imaginez, dans ce petit tunnel qui fait à peine 30 à 50 mm de long, il y a 9 tendons qui se serrent, qui glissent en permanence les uns sur les autres. Et coincé au beau milieu de tout ça, on trouve le nerf médian. C'est un tissu tout mou, super vulnérable. Donc on a un équilibre anatomique absolument parfait, oui, mais vous l'aurez deviné, incroyablement précaire. Et justement, que se passe-t-il quand cet équilibre est rompu? C'est notre deuxième point. Alors là, il y a un chiffre qui permet vraiment de tout comprendre. En temps normal, quand on ne fait rien, la pression dans ce fameux canal est d'environ 25 mm de mercure. C'est la pression parfaite pour que le sang circule bien. Mais quand le poignet est déjà un peu abîmé et qu'on le plie à 90 degrés, bam, la pression explose et monte à 110 mm de mercure. C'est vertigineux. À ce stade, le poignet se transforme littéralement en cocotte minute. Sous cette énorme pression, le nerf médian est écrasé. Sa petite gaine protectrice, la myéline, s'abîme. Et surtout, les micro-vaisseaux sanguins qui sont censés nourrir le nerf sont complètement étouffés. C'est ce qu'on appelle une ischémie. En gros, le nerf manque brutalement d'oxygène. Mais attention, cette pression ne monte pas par magie. Ce qu'on fait tous les jours, surtout au travail, joue un rôle énorme. Les experts du groupe SALSA ont listé des facteurs de risque très précis. D'abord, l'effort physique pur, qui tire sur les tendons. Ensuite, les mouvements répétitifs. Vous savez, taper frénétiquement sur un clavier toute la journée, sans vrai support ergonomique, ça crée une friction non-stop. Et puis, il y a les vibrations. Imaginez travailler avec un marteau-piqueur ou une ponceuse, ça crée des micro-traumatismes en permanence. Et le pire, le vrai catalyseur, c'est la combinaison de tous ces facteurs. Le travail devient une machine à comprimer, les tendons gonflent, et comme ils sont piégés dans un tunnel rigide, ils écrasent le nerf, tout simplement. Face à cette agression, comment notre corps tire-t-il la sonnette d'alarme? Passons aux symptômes. Quand le nerf étouffe, il envoie des signaux très clairs. Souvent, ça commence par des engourdissements, des picotements, et cette fameuse douleur nocturne qui réveille en pleine nuit, obligeant à secouer la main pour relancer la machine. Et ce qui est fascinant, c'est que ça touche une zone ultra spécifique, celle du nerf médian. Le pouce, l'index, le majeur et parfois un bout de l'annulaire. Un truc infaillible pour les médecins, c'est de vérifier le petit doigt. Si l'auriculaire va parfaitement bien, c'est un énorme indice, parce qu'il est géré par un autre nerf. Ah, et cette douleur peut être sournoise, elle peut irradier tout le long de l'avant-bras jusqu'au coude, voire l'épaule. Du coup, pour poser le diagnostic, les médecins vont jouer au détective. Ils vont chercher à provoquer ces fameux symptômes mécaniques. Et on a 3 tests phares pour ça. D'abord, la manœuvre de Palen. On force le poignet en flexion pendant une bonne minute pour recréer la compression. Ensuite, le test de Werner, qui fait exactement l'inverse en forçant l'extension. Et enfin, le fameux signe de Tinel. Le médecin tapote doucement là où passe le nerf. Si c'est positif, c'est immédiat. On ressent une véritable décharge électrique dans les doigts. Il n'y a pas un seul test qui soit parfait à 100%. En fait, c'est plutôt l'accumulation de tous ces indices qui permet de dire « Ok, on a bien une compression nerveuse ». Mais il y a un moment où ça devient beaucoup plus grave. Et c'est crucial de savoir l'identifier. Et oui, il y a un vrai point de bascule. On passe de « c'est douloureux et agaçant » à « attention, urgence ». C'est ce qu'on appelle les signes de gravité. Par exemple, si les picotements se transforment en perte totale de sensation, que vous ne sentez même plus le bout de vos doigts, là, c'est alerte rouge. Pire, s'il y a un déficit moteur, comme ne plus arriver à pincer un objet. Et le stade ultime, c'est l'amyotrophie. En gros, le muscle charnu à la base de votre pouce, l'éminence ténar, commence littéralement à fondre, à disparaître à vue d'œil. Ça veut dire que le nerf ne commande plus le muscle et que le muscle dépérit. À ce stade, on ne peut absolument plus se contenter d'attendre. Ce qui nous amène logiquement aux solutions. On soigne ça comment, médicalement ou chirurgicalement?
Pour faire baisser cette pression et sauver notre nerf médian, on a globalement deux grandes voies. D'un côté, l'approche médicale, classique, qu'on adore pour les stades précoces. On met le poignet au repos avec une orthèse pour la nuit et on utilise des infiltrations pour calmer l'inflammation. De l'autre côté, si ça ne marche pas ou si on a les fameux signes de gravité dont on vient de parler, on passe à la chirurgie. L'idée, c'est d'aller couper le rétinaculum, le toit du tunnel, soit en ouvrant classiquement, soit via une caméra endoscopique, pour faire ça de manière moins invasive. Parlons 2 secondes de l'infiltration, parce que c'est le vrai pilier du traitement médical. On va injecter des corticoïdes, des anti-inflammatoires ultra puissants, avec une précision d'orfèvre juste à côté du canal carpien. Le but, dégonfler les tendons pour redonner de l'air aux nerfs. Mais attention, le secret de la réussite, c'est le repos. Il faut impérativement laisser le poignet totalement tranquille pendant 48 heures pour que le produit ne se disperse pas. Si c'est fait au bon moment et dans les règles, le résultat est impressionnant. On a 90% de réussite au bout de 3 mois. Bon, et si on doit opérer? La logique derrière est purement mécanique, et c'est redoutable. En coupant le fameux toit du tunnel, on agrandit physiquement l'espace. Les chiffres post-opératoires sont fous. Le volume global à l'intérieur du carpe augmente d'environ 25%. Et la surface qu'on gagne en largeur, c'est plus 33%. C'est comme rajouter une voie sur l'autoroute. La pression chute, le sang revient, et le nerf médian peut enfin commencer à se réparer à une condition majeure, qu'il n'ait pas été endommagé de façon irréversible avant l'opération. Voilà, on arrive à la fin de ce décryptage et je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Naturellement, un syndrome du canal carpien va avoir tendance à s'aggraver en silence. Quand on connaît l'impact énorme des mouvements répétés, des vibrations ou des efforts physiques, il devient vraiment urgent de revoir comment on s'installe pour travailler ou bricoler. Comment peut-on repenser l'ergonomie au quotidien pour éviter d'en arriver là? C'est le vrai défi d'aujourd'hui, prévenir et adapter nos gestes avant que le bistouri ne devienne notre seule issue. Une vraie question de mécanique humaine pour protéger notre santé à long terme. Merci d'avoir suivi ce parcours avec moi.